Le président Faure Gnassingbé fait partie des invités d'honneur à ce sommet. Le Togo et le Burkina renforcent leur coopération en matière de sécurité. Les deux pays viennent de conclure un mémorandum destiné à accentuer la lutte contre la criminalité transfrontalière et le grand banditisme. Ainsi s'articule le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Kigali, la capitale rwandaise, accueille la 27e session de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le président Faure Gnassingbé fait partie des invités. Il a été accueilli à l'aéroport international de Kigali par les officiels rwandais. Thème du sommet 2016, année des droits de l'homme. Un accent particulier sera mis sur les droits des femmes. Le Togo est très attendu à ce sommet. Il fera le point des préparatifs de la prochaine conférence de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, accueille Lomé en octobre prochain. Ouverture officielle, le chef de l'État a pris part à 2 rencontres à huis clos. La première, qui a regroupé l'ensemble des chefs d'État, a porté sur le renforcement des stratégies pour financer l'organisation panafricaine. Et la seconde réunion a regroupé les dirigeants de la CEDEAO. Les chefs d'État ouest-africains ont adopté une position commune concernant les candidatures à proposer à la tête de certains organes de l'Union africaine. Au cours de ce sommet, il y aura surtout la désignation d'un successeur à la place de la présidente de la Commission, Nkosazana Dlamini Zuma, dont le mandat est arrivé à terme. Les dirigeants africains planchent également sur la situation au Sud-Soudan. Certains proposent le renforcement de la mission des Nations Unies dans ce pays. On note à peu près une 50aine de chefs d'État présents à ce sommet. Il y a aussi des absents comme Pierre Nkurunziza du Burundi. En outre, des supputations font également état de tractations pour un retour éventuel du Maroc au sein de l'organisation continentale. Les questions de sécurité feront certainement partie des points à débattre et au plan bilatéral, le Togo et le Burkina Faso, par exemple, entretiennent un bon partenariat en matière d'échange d'informations dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. En témoigne cette sensibilisation conjointe menée à Saint-Cassé, ville mitoyenne entre les deux pays. Désiré Aloy, reportage. Une population fortement mobilisée, venue de part et d'autre de la frontière de Saint-Cassé, Burkinabé et Togolais ensemble face aux ministres Yarka Damehama et Simon Compaoré en charge de sécurité respectivement au Togo et au Burkina Faso. Un entretien faisant office de sensibilisation. Face aux menaces du grand banditisme et aux autres actes de vandalisme relatifs à l'intégrisme religieux, il devient urgent de serrer les coudes pour combattre l'insécurité sous toutes ses formes. Tour à tour, les deux personnalités, accompagnées des autorités de haut niveau, ont appelé les populations à apporter un soutien constant et permanent aux forces de sécurité. Sans paix, sans sécurité, on ne peut pas construire. Et c'est ce message-là que nous sommes venus donner à ces populations et nous avons tenu à ce que, sur le plan économique également, parce qu'il y aura la paix, que le commerce régulier puisse faire en sorte que ceux qui l'exercent puissent y tirer un bénéfice et que ça soit profitable également pour les deux pays, le Togo et le Burkina. Un message bien compris par les populations, que ce soit du côté togolais ou burkinabé, les points de vue sont convergents. La vigilance, la franche collaboration avec les forces de sécurité doivent être de mise. À partir de cette rencontre, nous devons rester vigilants et surtout collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité pour que la sécurité règne de part et d'autre de ces deux pays. La question de sécurité, ça n'épargne personne. Qu'il soit même de la sécurité que de la défense, et n'en parlant pas nous les civils qui ne sont pas armés. Il ne faut pas avoir peur de la sécurité, il faut que nous les approchons, il faut causer. À arriver, je dois sensibiliser ceux qui n'ont pas été ici. Les deux ministres ont convié les populations à un comportement civique et citoyen. Ils ont attiré l'attention des uns et des autres sur les groupes d'autodéfense qui sèment des confusions. La paix n'a pas de prix. Lorsqu'il y a des troubles, ça donne naissance à des initiatives parfois malheureuses. Ces groupes d'autodéfense, tout ce qu'ils peuvent faire pour aider les forces régulières, c'est renseigner. Et s'ils sont témoins d'un fait ou d'une infraction, ils peuvent appréhender l'auteur, le confier aux forces régulières. Il ne doit pas se substituer ou à la police ou à la gendarmerie. Il y a une seule loi, il y a des règlements pour une république et cette loi définit les forces reconnues pour exercer
la police judiciaire par exemple. Quand on attend de la population, aujourd'hui la sécurité n'est pas l'affaire seulement des corps habillés, c'est l'affaire de nous tous. Corps habillés, population civile, chacun doit apporter du sien. Même message aux chefs coutumiers et forces de sécurité du côté burkinabé où les deux ministres ont fait un tour. Un entretien qui a sa raison d'être pour plus de dissémination de l'information dans la population. Avant cette rencontre, un crochet au poste juste apposé de 5C. Toujours le même message. Celui d'œuvrer ensemble à assurer la paix et la sérénité, facteur de développement. Avant cette descente sur le terrain, les autorités des deux pays ont conclu un mémorandum d'entente qui renferme de nouvelles orientations dans le renforcement de cette coopération sécuritaire. Le contenu avec Désiré Aloy. Signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération des services de sécurité et de renseignement et échange de documents entre le ministre Yak Damham et le ministre d'État Simon Kompoiré, tous en charge de sécurité respectivement au Togo et au Burkina Faso. Des documents qui renferment des recommandations, base d'une coordination, un cadre légal d'action des agents de sécurité sur le terrain dans les deux pays. Après avoir identifié les préoccupations sécuritaires communes, recommandons ce qui suit. 1. S'agissant de la lutte contre la criminalité transfrontalière, l'organisation d'opérations conjointes périodiques de lutte contre la criminalité transfrontalière, dont la première doit s'effectuer avant la fin de l'année 2016. 2. Sur la lutte contre le terrorisme et l'échange de renseignements. D'une part, l'organisation de rencontres entre les responsables des services de renseignement des deux pays afin de proposer des mesures concrètes visant à renforcer la coopération et la collaboration entre services. Et d'autre part, l'établissement de contacts directs liés entre les chefs de services de renseignement en vue de partager des informations en temps utile ou réel sur les mouvements des individus suspects d'un pays à l'autre. 3. En ce qui concerne le contrôle des flux migratoires et la lutte contre la fraude documentaire, la nécessité de rendre opérationnel le poste de contrôle juxtaposé de 5AC et d'y faciliter la circulation des personnes amenées à traverser cette frontière. 4. S'agissant de la formation et de l'échange d'expériences, le renforcement de la coopération en matière de formation par l'admission et la formation mutuelle des agents des forces de défense et de sécurité dans les écoles et autres cadres de formation des deux pays. 5. Sur la lutte contre la corruption, la conduite d'actions de sensibilisation à l'endroit des agents des forces de sécurité et la prise de sanctions exemplaires à l'encontre des contrevenants. 6. En ce qui concerne la promotion des relations culturelles et sportives, l'organisation de rencontres sportives régulières, dont les premières doivent avoir lieu lors de la phase finale de l'opération conjointe de lutte contre la criminalité. 7. Concernant les problèmes liés à la transhumance, le respect des dates d'ouverture et de fermeture de la période, ainsi que celui des couloirs définis à cet effet, et la sensibilisation des différents acteurs impliqués dans la gestion de ce phénomène de plus en plus complexe du fait des problèmes qui l'accompagnent, notamment les conflits entre éleveurs et agriculteurs locaux, les vols de bétail, et surtout les vols à main armée qu'elle engendre. Et enfin 8, sur l'élargissement du cadre de concertation ainsi créé. L'implication des autorités administratives locales
en vue de faciliter la remise de police à police et d'autres départements ministériels afin de prévenir la survenance d'événements pouvant porter préjudice à la sécurité. Un travail bilatéral qui émane d'une volonté manifeste des présidents Faure Gnassingbé du Togo et Macky Sall Kaboré du Burkina Faso. Une rencontre à travailler et faire d'une cohésion de vue un moyen d'action forte pour garantir la sécurité totale à l'ensemble des populations et des biens au Togo et au Burkina Faso. Autre enjeu, la planification du développement. Cela nécessite une formation des différents acteurs concernés, surtout dans les provinces du pays, afin qu'ils puissent bien suivre les programmes mis en œuvre. C'est le bien fondé de cette formation organisée à l'endroit de 16 agents de la région des Plateaux. Une session que nous relate Yves Agbevivi. La rencontre a réuni les directeurs régionaux de la planification, du développement et de l'aménagement du territoire et leurs principaux collaborateurs, tous impliqués dans le suivi et évaluation de la stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi SCAP. Initiée par la GIZ dans le cadre de la coopération germano-togolaise, la rencontre vise à renforcer les capacités des 10 acteurs sur la méthodologie du suivi-évaluation au niveau central, sectoriel, régional et local. Au finish, ces acteurs devront être capables de concevoir et mettre en place un cadre organisationnel de suivi-évaluation des plans de développement au niveau régional, préfectoral et communal. Les directeurs et les cadres vont être outillés sur comment faire en sorte que les acteurs qui ne sont pas étatiques publics, c'est-à-dire le secteur privé, la société civile, les organisations patronales, participent également au suivi-évaluation de la stratégie au niveau régional et local. Parce qu'eux aussi mettent en œuvre des actions qui concourent à l'atteinte des résultats et objectifs de la stratégie. Nous sommes confiants de pouvoir mettre en œuvre un dispositif en bonne et due forme et de pouvoir suivre les actions que les uns et les autres mettent en œuvre. En rappel, la GIZ a déjà organisé en octobre 2015 la même formation à l'intention des responsables au niveau ministériel de la planification, du développement, de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, de même que de ceux du secrétariat permanent pour le suivi des politiques de réforme et des programmes financiers. Direction Sokodé pour cet exercice effectué par l'ONG Plan International et ses partenaires locaux qui bénéficient de ces projets. Il s'agit du bilan de la mise en œuvre des actions menées en faveur de la protection des enfants. Au total, 60 cantons ont été touchés. C'est aussi l'occasion de préparer l'année fiscale 2017. Lamarck Boudjona nous fait le point. Plan International Togo et 60 cantons partenaires de la région centrale en atelier de la revue annuelle participative et de la revue de la politique opérationnelle. La rencontre regroupe les leaders communautaires, des ONG partenaires, les représentants des services techniques de l'État et des responsables de Plan International Togo afin de faire le point sur les résultats des programmes projets mis en œuvre dans 5 préfectures de la région centrale de juillet 2015 à juin 2016. Nous avons organisé cet atelier de 2 jours pour, d'une part, évaluer la performance des cantons et faire le point sur les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre des projets par les cantons. Les cantons ont été évalués suivant des critères, entre autres la transparence dans la gestion, la qualité des projets, le respect des délais. Un autre critère aussi très important, c'est la protection des enfants. Plan international Togo qui nous donne l'opportunité d'apprendre, de nous préparer psychologiquement et de façon pratique à accueillir la décentralisation que le gouvernement togolais est en train de se préparer pour sa mise en action au Togo. C'est une occasion qui permet aux communautés, aux leaders communautaires d'être renforcés dans la capacité et dans la planification, la mise en œuvre et la gestion des projets communautaires.
L'année fiscale 2016 est la première année de mise en œuvre du nouveau plan stratégique pays de plan international Togo. Ce plan stratégique va être exécuté de 2016 à 2020 et ces rencontres vont également permettre la mise à jour de la politique opérationnelle devant guider les actions pour l'année fiscale 2017. À l'instar de l'ONG Plan International qui fait beaucoup dans la promotion des jeunes filles, l'État congolais veut soutenir les efforts déployés par les associations humanitaires dans l'accompagnement des filles et des femmes victimes de viols. Un numéro vert vient d'être mis en place pour dissuader les bourreaux. Cela fait près de 2 ans maintenant que le Congo Call Center existe. La création de ce centre d'appel téléphonique, c'est le bureau de la conseillère spéciale du chef de l'État contre les violences sexuelles créé en 2014 qui en a eu l'initiative. Sa mission, permettre aux personnes agressées sexuellement d'oser briser le silence. La RDC est parmi les pays qui ont connu le plus grand nombre de violences sexuelles. Et surtout avec les guerres à l'Est, et même à Kinshasa, nous avons plusieurs cas. Donc Congo Call Center apporte beaucoup, parce que les victimes, ils préfèrent le caractère de l'anonymat. Parce qu'une personne qui est victime ils se sont délaissés, ils se sont abandonnés, la personne est humiliée et ne se dévoile pas à n'importe qui. Mais à partir de ce centre, c'est un secours, c'est un refuge. À chaque appel, un dossier est créé et les informations sur la victime, le type et les circonstances de son agression sont scrupuleusement notées. Les opérateurs ont spécialement été formés pour écouter et orienter les victimes vers une assistance juridique et médicale. Mais les personnes agressées appellent rarement elles-mêmes. Cette opératrice est justement en train de parler avec la tante d'une fillette de 4 ans. En fait, elle joue souvent dans la parcelle voisine, chez les voisins, la personne qui l'a agressée. Et il y a sa sœur qui a remarqué que l'enfant avait stressé depuis hier et qu'elle n'était plus à l'aise et tout. Et il a posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. La fillette a eu le courage d'avouer ça à sa sœur. Et sa sœur en a parlé à la famille. Et quand on a demandé à l'enfant, elle a tout avoué. Voilà. Davina a 14 ans. Elle aussi a osé avouer avoir été violée. Il y a 2 ans, suite à une dispute avec sa mère, elle quitte le domicile familial et se retrouve chez une dame qui la force à se prostituer, puis qui la chasse. Et c'est une autre femme qui a alerté le Congo Call Center lorsqu'elle s'est rendue compte que la jeune fille était enceinte. On m'a cherché un avocat pour qu'il s'occupe de mon dossier. Depuis, la dame qui m'a entraînée dans la prostitution et son fils qui m'a mise enceinte sont en prison. Depuis, Davina vit en périphérie de Kinshasa dans un foyer social de l'ONG Lisadel, spécialisée dans la défense des droits des enfants en Afrique. Elle y apprend la coupe et la couture. Le métier que j'apprends, c'est pour m'aider à bien élever mon enfant et pour qu'il ne connaisse pas les malheurs que j'ai connus à cause de mes parents qui m'ont abandonnée. Chaque semaine, le centre reçoit au moins 15 appels dénonçant des cas de violences sexuelles, soit une 60aine par mois. Les religieux, pourquoi pas, peuvent contribuer par leur prière à un monde plus juste et meilleur. Au Togo, les étudiants de la 15e promotion de l'école supérieure baptiste de théologie de l'Afrique de l'Ouest viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation et s'engagent désormais à être des pêcheurs d'hommes. Les étudiants de l'école supérieure baptiste de théologie de l'Afrique de l'Ouest, SBTAO, sont en fin de formation. 14 ont reçu leur diplôme de théologie après 3 ans de parcours académique, spirituel et pratique. Ces futurs missionnaires de nationalité béninoise, tchadienne et togolaise sont désormais connus sous le nom de dispensateurs de la parole de Dieu. Ce que j'ai reçu pendant tous ces 3 ans, vraiment ça a été plus qu'une joie pour moi, ça a été encore plus que des compétences, plus que des capacités. Je vais vraiment mettre ça en application sur le terrain, c'est-à-dire tout au long de mon ministère, que le Seigneur sera avec moi, c'est que c'est lui qui a tracé ce chemin pour que je puisse suivre toutes ces formations-là. Maintenant, l'Église devient pour moi un champ d'action du Seigneur dans lequel il m'envoie pour le servir. Il y a des hérésies à réfuter sur le terrain, il y a des codes d'affermissement pour que les âmes soient vraiment consolidées et affermies pour l'œuvre du Seigneur. Ils reçoivent ainsi les certificats de fin d'études du niveau 3 et les licences en théologie. L'élément principal mis en cause dans les formations de ces récipiendaires est la spiritualité à travers laquelle l'SBTAO entend promouvoir un christianisme profond et vivant en Afrique francophone. La société aujourd'hui dans le monde vit une situation paradoxale. On sent une certaine dégradation
de la vie sociale, des relations sociales. Et c'est en cela surtout que l'Église a un message à apporter. Parce que le message de l'Église, c'est un message d'espérance, c'est un message d'espoir. Et nous voulons former des hommes et des femmes qui vont à leur tour former les chrétiens. Et ces chrétiens qui sont dans les sociétés, dans les bureaux, dans les marchés, dans les ateliers, ils vont apporter ce message d'espoir à travers leur comportement, à travers leur vie. L'SBTAO est une école de théologie internationale et membre fondateur du Conseil des institutions théologiques d'Afrique francophone, ce qui facilite l'accès de ces diplômés aux institutions théologiques d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Un reportage de Esther Laclé. Pour d'autres, c'est l'architecture, la voie du salut. La proclamation des résultats du grand jury international de l'EAMO a eu lieu vendredi. Au total, 206 étudiants ont été déclarés admis. Ils ont reçu les écharpes qui les distinguent comme telles au cours d'une cérémonie que nous relate Eden Soussopo. Prêts à commencer leur carrière professionnelle en tant qu'architecte, urbaniste et gestionnaire urbain. Après 5 années de formation à l'EAMO, École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, ces étudiants ont obtenu leur master après acceptation de leurs travaux pratiques de fin d'études par le grand jury international. Toutes filières confondues, ils sont 108 étudiants sur 115 à obtenir leur master. Cette grande fête du mérite a été également l'occasion de primer les meilleurs étudiants. J'ai eu 2 prix, principalement le prix de meilleur TPFE et puis le prix de meilleur élève durant tout le cursus en fait. Mon thème a porté sur les espaces urbains et gestion durable des zones inondables, la requalification de l'environnement de la rivière Zior dans la périphérie nord-est de l'Omo. Le thème a embrasé plusieurs domaines de formation tels que le génie rural, le génie civil, l'architecture, l'urbanisme et la gestion urbaine. Pour moi, c'est une grande fierté, ça représente beaucoup parce que j'ai dû vraiment me battre d'abord pour avoir même le concours, pour venir ici, ça n'a pas été facile. Et le fait aujourd'hui de pouvoir recevoir ces prix-là montre que mon acharnement a apporté ses fruits. Et j'encourage vraiment, surtout vraiment les filles pour qui ce n'est pas aussi facile. Et après 40 ans d'existence, l'EAMO vient de franchir la barre des 1000 étudiants formés. Bientôt, le D du système LMD sera ici une réalité. La qualité de l'étude de nos étudiants, comme vient de l'affirmer le grand jury, c'est vraiment, ils sont à un niveau très élevé dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de la gestion urbaine, pour ce qui est aujourd'hui un défi très fervent pour le développement de nos pays actuellement. Vous êtes d'accord avec moi que tant que nos villes ne sont pas organisées, le travail dans la ville ne sera pas organisé. Ces impétrants seront appelés à aider leurs pays respectifs à relever les défis urbains et les problèmes de l'environnement, puisqu'ils sont désormais des cadres qualifiés capables de concevoir, de modeler et de gérer des espaces de vie bâtis adaptés aux réalités locales. Le jury de licence a conféré le grade à 98 étudiants qui seront engagés sur la voie du master. Et la plupart de ces récipiendaires, sinon tous, iront certainement s'installer à leur propre compte. Une initiative qu'encourage fortement le FAEJ, le Fonds d'appui à l'insertion économique des jeunes. Les promoteurs multiplient les campagnes de proximité pour inciter la jeunesse à l'auto-emploi. Sensibilisation menée chaque semaine est dénommée Jeudi Jose. Charlotte Moussime. La plateforme Jeudi Jose délocalisée de la Blue Zone pour le quartier d'Abarakandi sur requête de la jeunesse. À cette rencontre, elle a été entretenue sur les questions entrepreneuriales et les mécanismes d'accompagnement du gouvernement pour l'insertion socio-économique. J'ai retenu qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre, il faut avoir des idées. Et donc moi je suis très content par rapport à leur sensibilisation. Et comme je suis encore très jeune, je peux avoir des idées et je peux les approcher pour plus d'éclaircissement. On doit entreprendre pour pouvoir créer de l'emploi pour soi-même et aussi créer l'emploi pour les autres et aussi gagner de l'argent. Et cela contribue au PIB de son pays. En tant que jeune, je compte déjà me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais déjà les idées. Mais il me faut
je dirais, ce coaching. Des témoignages des entrepreneurs nationaux, des échanges sur le fonctionnement du FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Un agenda bien chargé pour édifier cette jeunesse et l'inviter à oser. La plateforme Jeudi J'ose est une plateforme informationnelle pour permettre aux jeunes d'avoir des informations nécessaires sur les mécanismes que l'État togolais a mis en place pour accompagner la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans notre pays. Nous avons aussi organisé une mini-foire dégustation pour présenter aux jeunes de Dabalakonji ce que leurs aînés entrepreneurs ont commencé à faire et les encourager à saisir l'opportunité de l'insertion socio-économique à travers l'auto-emploi. Jeudi J'ose fera le tour des régions économiques du Togo et dans des quartiers environnants de Lomé sur requête des populations. Une aubaine pour ces jeunes entrepreneurs qui aspirent à être compétitifs sur le plan international. La carte Visa prépayée, un nouveau produit que la banque sahalo-saharienne pour l'investissement et le commerce vient de mettre sur le marché pour satisfaire au mieux les besoins de sa clientèle. C'est une carte qui offre à la fois la possibilité aux clients de voyager en toute liberté dans le monde entier en leur permettant aussi de payer des factures. Sonia Meniko, Medina Salami. BESIC, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, lance un nouveau produit sur le marché, la carte Visa prépayée. C'est une carte qui offre désormais la possibilité aux clients de voyager en toute liberté dans le monde entier et d'effectuer leurs achats en toute tranquillité. Elle offre aussi la simplicité dans le paiement de factures. Dans le cadre de notre croissance, et ça conformément à notre vision, nous venons de lancer la carte Visa prépayée BICIC Togo. Donc c'est une carte qui est destinée au retrait, au paiement sur Internet, au transfert de carte à carte. Nos clients qui sont détenteurs d'un compte ou qui n'ont pas de compte bancaire peuvent utiliser cette carte. Le produit, nous l'avons lancé pour doper la gamme des produits qui existent déjà chez nous. Vous savez que nous sommes avec BICIC Ginefa, nous sommes avec Ginefa, nous sommes avec BICIC Pension, nous sommes avec toutes les cartes du Jim Ouyomoa. Et là, aujourd'hui, nous avons la carte Visa prépayée. Ce nouveau produit est une innovation majeure au sein de la BESIC Togo car elle participe à l'épanouissement de toute sa clientèle et augmente ainsi son niveau de compétitivité sur le marché international. Cette carte va nous permettre d'améliorer nos résultats, nous permettre d'accroître notre portefeuille de clients et cette carte va nous permettre d'aller davantage vers la satisfaction de nos clients qui est une priorité. C'est surtout la possibilité de l'utiliser sur Internet puisque dans l'avenir, et ça fait partie de nos objectifs, nous allons pouvoir développer davantage la banque Internet. La carte Visa prépayée n'est adossée à aucun compte bancaire. C'est un portail qui permet aux clients d'effectuer leurs opérations bancaires depuis leur maison tout en regardant les mouvements effectués dans les 3 derniers mois. La carte Visa prépayée est disponible dans toutes les agences BESIC au Togo et est accessible en seulement 5 minutes. Et les Evala jouent les prolongations après les différentes finales dans les cantons. Les meilleurs lutteurs ont été conviés à une super finale au stade municipal de Kara pour confirmer leur notoriété, événement organisé sous la houlette du ministre en charge des sports. 7e édition du championnat Super Evala. Ont participé à cette compétition les tout meilleurs révélés au cours des empoignades dans les arènes. Le ministre en charge de la culture a représenté le chef de l'État à ce championnat qui marque l'apothéose de l'événement Evala en pays kabien. Guy Madier Lorenzo a relevé que cet événement a 3 dimensions. Une dimension culturelle parce qu'il fait la promotion de la culture kabien, une dimension sportive parce qu'il permet d'étoffer les équipes de lutte et une dimension touristique parce que l'événement attire du monde. Le championnat Super Evala est une initiative de la Ligue de lutte de Kara. Presque chaque année, des innovations sont apportées à la compétition. Pour cette 7e édition, les 12 cantons de la Kosa dans lesquels les luttes se pratiquent et le canton d'Agbandeyaka sont représentés chacun par son meilleur lutteur. Mais les cantons qui sont montés sur le podium de l'édition 2015 ont été autorisés à venir avec leur vice-champion, ce qui donne un total de 16 lutteurs sur la ligne de départ. Nous voulons créer un engouement chez les jeunes
afin de pérenniser la lutte traditionnelle. Et maintenant, nous essayons de demander des sponsors pour les primer un peu, pour encourager les autres à s'y donner. On a la lutte codifiée. La lutte codifiée, c'est sur le plan international et que le Togo a une fédération togolaise de lutte et partant a besoin des athlètes valeureux pour aller défendre les couleurs de notre nation à l'extérieur de nos frontières. Et donc c'est pourquoi nous organisons cela. La compétition a démarré avec l'étape des huitièmes de finale et en demi-finale, Halukanda de Kouméa en jaune a battu Abeti de Tchare en rouge. Tandis que Blanté de Pia en blanc a dicté sa loi à Bdjakare de Landa en vert. Le match de la troisième place a opposé Abeti en vert à Bdjakare en jaune. Victoire du lutteur de Landa. Blanté de Pia en rouge et Halukanda de Kouméa en blanc a été l'affiche de la finale de la 7e édition du championnat Super Evala. Le titre cette année est remporté par le canton de Pia. Sincèrement, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à aujourd'hui pour la victoire. C'est depuis, je peux dire, le 1er avril, j'ai commencé l'entraînement. Cette année était ma dernière année, mes 3 ans de lutte. Donc j'ai beaucoup prié pour que je finisse, comment j'ai commencé, pour que je finisse ça en beauté comme aujourd'hui. Des prix composés de gadgets des sociétés partenaires de l'événement ont été offerts à tous les participants. La BTCI et le comité d'organisation ont constitué des enveloppes de 35 000 francs pour le 4e, 70 000 francs pour le 3e, 130 000 pour le vice-champion et 200 000 francs pour le champion qui a aussi été gratifié d'un trophée. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.